Et nous y avons cru. Mais ce qui est paradoxal, c'est que même parmi ces administrateurs coloniaux, il y en avait qui reconnaissaient cette qualité, ce caractère d'État-nation qui caractérisait le Burundi et le Rwanda. Je vais vous faire des citations ici. Un administrateur qui s'appelait Pierre Lickmas écrivait ceci, et je le cite. L'administration belge s'est trouvée en face de deux peuples, et pas seulement de quelques millions de nègres, sans lien entre eux, deux peuples ayant leur originalité propre, conscients de leur unité nationale, se distinguant très nettement des groupes voisins. Banyarwanda et Barundi sont l'appellation commune, s'appliquant à des individus de races différentes. Il disait de races différentes. Les Batutsi et les Bahutu qui coexistent en bonne harmonie dans chacun des deux royaumes. Fin de citation. Il a écrit dans son livre Dominer, servir. Et comme on est devant des universitaires, à la page 159. Le Burundi et le Rwanda étaient si bien organisés sur le plan politico-administratif, judiciaire et militaire que certains missionnaires et colonisateurs croyaient que cela n'était pas un phénomène endogène, mais venait de l'extérieur. Venait du monde des Blancs, venait de ce qu'ils appelaient alors la civilisation blanche. On a parlé beaucoup de mythes, le mythe amitique dans la région des Grands. Dans leur gestion du Burundi et du Rwanda, ces colonisateurs ont pris l'option de s'appuyer sur ce qu'ils considéraient comme, je cite ici, la caste Mututsi. Ils ont en conséquence éliminé systématiquement au Rwanda comme au Burundi tous les administratifs issus des groupes ethniques des Bahutu en disant qu'ils étaient incapables, qu'ils n'étaient pas appropriés pour servir la cause de la colonisation. Hier, lors de la conférence, la même conférence, j'ai interpellé un prêtre catholique, déjà suffisant, pas prêtre, non, chrétien catholique et pratiquant, sur des propos qu'avait tenu à l'époque un évêque, Monseigneur Léon Classe, c'était au Rwanda. Il disait détruire la caste Mututsi signifierait nous priver de collaborateurs compétents. Et ça serait ouvrir cette Afrique au communisme haineux. Je le cite de mémoire, je n'ai pas écrit ça dans la communication que j'ai ici. Mais en même temps, et c'est ça le paradoxe, et c'est ça que vous, les jeunes des universitaires aujourd'hui, vous devez déceler et ne pas vous laisser aller dans des schémas qui vous compromettent
par rapport à un avenir que vous devez plutôt chercher ensemble. Il disait que au Burundi comme au Rwanda, il faudra malgré tout en arriver à un moment où il faut travailler pour l'émergence des Bahutus et des Batutsi et des Bahutus au pouvoir. C'est ainsi qu'au milieu des années 1950, la colonisation a favorisé l'émergence sur la scène politique de leaders qu'il croyait être moins hostiles à cette colonisation. Il y a des analyses, des recherches qui font croire que la révolution sociale de 1959 au Rwanda, conduite par des élites issues du groupe ethnique des Bahutus, n'aurait pas pu se produire sans des accompagnements idéologiques et moraux assurés par l'Église catholique, mais aussi par un soutien politique et militaire garanti par l'administration coloniale belge. Cette révolution sociale, entre guillemets, qui a eu lieu au Rwanda en 1959, s'est caractérisée par le passage du Rwanda de la monarchie à la République. Elle fut à l'origine des premiers flux de réfugiés Tutsis dans la région, au Burundi, en RDC, en Ouganda et en Tanzanie. Et alors que le Rwanda s'enflammait, au Burundi, des élites issues de deux groupes ethniques, les Batutsi et les Bahutus, le cherchaient et proclamaient ensemble l'indépendance du pays, qui malheureusement a eu lieu 10 mois après l'assassinat du leader qui avait canalisé cette marche vers le recouvrement de la souveraineté nationale. Je parle de recouvrement parce que le Burundi était un État indépendant. Je vous ai dit, bien structuré sur le plan politique, administratif, militaire et judiciaire. Nous avons donc recouvré notre indépendance qu'on nous avait volée à travers les décisions de la conférence de Berlin. Malheureusement, le Burundi n'a pas échappé pendant longtemps aux effets de ces manipulations coloniales, mais également aux conséquences des turbulences politico-ethniques qui avaient déjà eu lieu au Rwanda. Il y a eu des effets de ces turbulences rwandaises sur le Burundi. Au vu justement de ces caractéristiques linguistiques, culturelles, au niveau des mœurs que nous partageons. Les élites burundaises, dans ce qui était leur diversité avant, ont commencé à se définir beaucoup plus en se situant par rapport à ce qui se passait alors au Rwanda. Les assassinats des leaders de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore et celui de notre premier ministre, Pierre Genandoumwe, respectivement le 13 octobre 1961 et le 15 janvier 1965, ont été suivis par la première conflagration politico-ethnique en octobre 1965.
une tentative de coup d'État attribuée à des hommes politiques et militaires issus du groupe ethnique des Bahutu a eu lieu. C'est un épisode de l'histoire du Burundi qui fut marqué par des affrontements entre mutins et loyalistes et les premières tentatives de ruralisation. Le mot ruralisation, le terme ruralisation a été utilisé par un chercheur, je pense que c'est André Guichaoua. Ruralisation donc de la violence politico-ethnique à travers des tueries à caractère ethnique. Et c'est à cette époque, en tout cas au Burundi, où sous le couvert de la répression de ce coup d'État, on a vu un État, je dis bien un État, qui a organisé et mené les premières éradications à caractère politique, à caractère ethnique, des élites issues de l'ethnie des Bahutu. Il y a eu beaucoup de responsables politiques, beaucoup de militaires, beaucoup de notabilités dans les communes qui ont été arrêtés et exécutés uniquement parce qu'ils étaient Hutus, déjà à l'époque, au Burundi. En 1972, une rébellion attribuée à quelques Burundais du groupe des Bahutu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font les statistiques? Qui étudient les statistiques? Parce que je voudrais demander si quelque part il y a quelqu'un qui peut m'expliquer. Quand on dit quelques, je dois aller de combien à combien si on dit quelques? Ça veut dire que c'est d'une certaine manière, c'est insignifiant quand on dit quelques. Alors il disait, ça c'est le pouvoir de Bujumbura, qui disait quelques Burundais impliqués dans une rébellion dans laquelle ils ont trouvé une très large majorité d'éléments congolais issus des mouvements rebelles qui avaient combattu le pouvoir du général Mobutu, donc les quelques Burundais et ces nombreux éléments congolais, les quelques Burundais Hutus. Et ces quelques éléments congolais se sont attaqués au sud du pays à des Burundais du groupe ethnique des Tutsis. C'était dans quelques communes dans le sud du pays. Ces bandes désarmées n'épargnaient pas non plus des Burundais du groupe ethnique des Bahutu qui n'acceptaient pas de les suivre. Ils ne les épargnaient pas. Et ici, je vais vous faire encore une fois une citation. Les massacres de Tutsis et de quelques Hutus, quelques cette fois-ci encore, par les rebelles entre le 29 avril et le 5 mai, donc 1972, ont été estimés entre 800 et 1200 personnes par les sources missionnaires. Les mêmes sources soulignent que les opérations militaires et la répression ont été beaucoup plus sanglantes. Point de citation. Des sources ont évalué, je cite encore, à environ 150 000 le nombre de personnes liquidées dans les principaux centres d'extermination du pays et à quelques 80 000 le nombre de victimes lors du ratissage par l'armée de la bande côtière. Fin de citation. Je le lis dans une étude qui a été faite également par le professeur Jean-Pierre Chrétien, qui m'a enseigné l'histoire d'ailleurs à l'Université du Burundi.
Le 20 décembre dernier, non, oui, dernier, le 20 décembre 2021, une commission Vérité et Réconciliation qui enquête sur le passé du Burundi depuis une dizaine d'années a qualifié, je cite, de génocide des Bahutus du Burundi, je ferme la citation, les événements vécus par le Burundi en 1972, 72, 73 ou 73. Utilisant son armée, ses milices et son appareil administratif et judiciaire, le pouvoir s'est engagé dans une extermination des élites et autres notabilités hutus en vue de s'assurer des pérennités pendant des décennies. C'était un génocide. C'était un génocide. Pourquoi? Je vais encore une fois citer le professeur Jean-Pierre Chrétien. Il a écrit ceci. Lorsque des gens sont arrêtés chez eux ou à leur travail en fonction de leur naissance et hors d'un contexte proprement militaire, surtout lorsque des enfants et des adolescents sont méthodiquement exécutés dans les écoles, et il met entre parenthèses, privant ainsi leur collectivité de tout avenir social, il ferme la parenthèse, il y a basculement dans l'horreur absolue d'une extermination qui rend dérisoire les justifications et qui exclut les balances à somme nulle. Même si la planification apparaît prise improvisée, que le cas rwandais de 1994, l'aspect bureaucratique de 1972 est évident. Fin de citation. C'est dans Jean-Pierre Chrétien et Jean-François Dipaquier, Burundi, 1972, au bord de génocide, aux éditions Cartala, Paris 2017, et c'est à la page 477. Au Rwanda, le 1er octobre 1990, le Front patriotique rwandais, le FPR, composé essentiellement de réfugiés issus du groupe ethnique des Batutsi, victimes de la fameuse révolution sociale de 1959, lança à partir de l'Ouganda une offensive de la Deuxième République du général-major Juvenal Habyarimana. Il est possible, c'est mon assertion, il est possible que dans la suite de l'assassinat, le 21 octobre 1993, du premier chef d'État démocratiquement élu au Burundi, Melchior Ndadaye, issu du groupe ethnique des Bahutu, il est possible que cet assassinat donc peut avoir accéléré. Je ne dis pas créé. Non, il n'a pas créé. Il peut avoir accéléré la radicalisation des franges extrémistes et Hutus des partis politiques existants alors au Rwanda. Ces partis ont mis en place une coalition, le Hutu Power, qui fut très active dans le génocide des Tutsis en avril-juillet 1994 et qui fit autour, selon les chiffres officiellement donnés, d'1 million de morts Tutsis. Vous allez donc suivre attentivement maintenant comment ces graves crimes commis au Burundi et au Rwanda ont eu après des répercussions très graves sur votre pays.
sur la RDC. Et c'est pourquoi j'ai tenu à l'appeler. Ainsi donc, et encore une fois, je cite, le génocide des Bahutu du Burundi de 62-73 et le génocide des Tutsis au Rwanda de 94 ont mis ces deux pays, le Burundi et le Rwanda, au cœur des crises qui s'écoutent depuis plus d'un demi-siècle la région des Grands Lacs. Toutefois, c'est encore des fois des citations, l'histoire du Burundi et celle du Rwanda n'ont pas commencé avec les génocides de la deuxième moitié du XXe siècle. Ce qui frappe les observateurs, c'est la répétition des massacres de masse dans cette région d'Afrique. Le Rwanda et le Burundi se font périodiquement écho dans ce choix d'horreur. 1972 a été précédé, je vous l'ai dit, par 1965 au Burundi, par 1959, 1961 et 1963, 1964 au Rwanda. 1972, 72 précède 1973 et surtout 1994 au Rwanda. Mais aussi 1988 et 1993-2003 au Burundi. Ces successions de tueries semblent se générer de l'une à l'autre dans les têtes et dans les actes, avec chaque fois des atrocités semblables à coups de fusil ou de machette. Fin de citation. Je tire la citation d'André Guichaoua dans un livre dont il était à la tête dans la rédaction, exilé, réfugié, déplacé en Afrique centrale et orientale. J'en arrive maintenant à votre pays. Si vous êtes fatigué, vous me le direz. Mais si vous êtes fatigué, alors que moi, j'ai bientôt 70, je dirais, je risque de mourir avec beaucoup de chagrin parce que je vais retrouver des jeunes fatigués. Non, on va y aller. Je peux même passer une nuit avec vous. C'est très important, ce que je vous dis. Alors, la République démocratique du Congo est victime du génocide des Tutsis au Rwanda. Pourquoi? Parce que parmi les réfugiés rwandais issus du groupe ethnique des Bahutu de 1994, qui s'installèrent au Zaïre, RDC aujourd'hui, il y avait des leaders politiques, des militaires et d'anciens miliciens impliqués dans le génocide des Tutsis. Ils rêvaient de retourner dans leur pays et d'y reprendre le pouvoir. Mais le nouveau pouvoir de Kigali, désormais organisé autour du Front patriotique rwandais, FPR, percevait en cela une menace. C'est ainsi qu'en septembre 1996, agissant en partenariat avec l'Ouganda, le Rwanda a favorisé et a soutenu fortement la création, la mise sur pied de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. J'ouvre une parenthèse. C'était juste un mois après mon renversement au pouvoir au Burundi. Parce que j'ai été renversé par un coup d'État le 25 juillet
1996, 96. Est-ce qu'il y a des connexions entre les deux? Encore une fois, je vous interpelle, jeunes chercheurs, le champ est très fertile pour la recherche. J'ai fermé la parenthèse. Mais, après avoir installé Laurent Désiré Kabila à la tête de l'État congolais, cela n'a pas tardé que les anciens partenaires se brouillent. Je ne sais pas si le terme partenaire est exact. Se sont rapidement brouillés. Et comme conséquence, on a assisté à la naissance du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD. On a beaucoup parlé, RCD Goma, RCD Kisangani, RCD ceci. Mais il y a eu le RCD. Ces membres sont recrutés parmi d'anciens acteurs dans le pouvoir de Mobutu et dans celui de Kabila, qui lui avait succédé. Aussi, pour des raisons propres à chacun, le RCD bénéficia de soutien, notamment du Rwanda et de l'Ouganda, mais aussi du Burundi. Mais ici, j'interpelle votre attention. Au Burundi, certainement comme dans beaucoup de pays, les stratégies diplomatiques se définissent par rapport aux intérêts de celui qui est au pouvoir. Et en 1996, quand cela a eu lieu, celui qui était au pouvoir était le major Pierre Buyoya, qui m'avait renversé lors du coup d'État du 25 juillet 1996. De son côté, à partir donc de cette alliance, de son côté, la RDC de Laurent Désiré Kabila a bénéficié à l'époque de l'appui du Tchad, de l'Angola, de la Namibie et du Zimbabwe. Mais aussi, il y a eu des mouvements politiques armés, burundais et rwandais, qui se sont également battus aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. La première tentative de paix a eu lieu le 8 septembre 1988. Ici, je vais essayer d'aller très rapidement, de lire textuellement, parce que je pense que c'est une histoire que vous connaissez, puisque c'est la vôtre. Un sommet visant l'obtention du cessez-le-feu fut organisé à Victoria Falls, en Zambie. Mais le Rwanda et l'Ouganda ont refusé d'y adhérer. Il a fallu attendre le 10 juillet 1999 pour qu'un accord de cessez-le-feu, engageant les 6 parties impliquées, les 6 pays impliqués dans le conflit, fut signé. Alors que toutes les armées étrangères devaient se retirer du pays, la complexité de ce conflit et les divers intérêts qui croisaient et s'y affrontaient ont conduit à des affrontements militaires entre les armées rwandaises et ougandaises dans la ville de Kisangani. Pour concrétiser l'accord de 1999, un dialogue intercongolais a eu lieu à Sun City, en Afrique du Sud, du 25 février au 19 avril 2002. Un accord pour une gestion concertée de la transition en RDC a été signé. Ce qui a été suivi le 30 juillet 2002 par la signature d'un accord entre le président Laurent Désiré Kabila de la RDC et Paul Kagame du Rwanda. Ils ont signé des accords. Les deux chefs d'État ont également pris des engagements
pour le désarmement et le rapatriement au Rwanda des groupes armés installés en RDC. En échange, l'armée patriotique rwandaise devait se retirer du territoire congolais. C'était de bonnes conclusions. Et cela a conduit les parties congolaises impliquées dans le conflit à signer un accord global le 17 décembre 2002. Une constitution de transition a eu lieu, consacrant un partage du pouvoir entre les protagonistes du conflit et un gouvernement de transition dont les membres provenaient du gouvernement sortant, des mouvements rebelles, de l'opposition politique non armée, de la milice traditionnelle Maï Maï et de la société civile fut mis en place. Un leader du RCD, le fameux mouvement, Azarias Ruberwa, devint un des 4 vice-présidents de la République. Ce gouvernement avait la mission de pacifier le pays en intégrant les milices dans une armée unifiée et en préparant en même temps des élections libres devant se tenir dans un délai de 2 ans. Ces élections ont eu lieu en 2006. Toutefois, des éléments du RCD, sous le commandement du général Laurent Kunda et du colonel Mutebutsi, non satisfaits de leurs résultats, ont continué la guerre. Ils ont mis sur pied le Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. Encore une fois, il y en a qui y ont vu une main du Rwanda, soupçonnés de chercher à maintenir ce qu'ils ont appelé sa sphère d'influence dans les 2 Kivu. Entre 2006 et 2008, l'activisme militaire du général Laurent Kunda connut plusieurs péripéties, se caractérisant entre autres par des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Les combattants du CNDP ont été en outre perçus comme des gendarmes. Je cite, je vais vous dire d'où je tire ça, de gendarmes, je cite, au service de grands intérêts internationaux qui, à partir du Rwanda, s'opposent à l'entrée de la Chine en République démocratique du Congo, RDC, pour l'exploitation des ressources minières de ce pays africain. Fin de citation. Je retire de Wikipédia, biographie du général Laurent Kunda. En 2009, le Rwanda a proposé son concours au gouvernement de votre pays pour mettre fin à la rébellion de son général Nkurunziza. Et cela procédé d'une volonté de se donner les moyens nécessaires pour la neutralisation des FDLR, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, et le souci de ne pas être discrédité sur le plan international. Lâché par le Rwanda, le général Nkunda a été arrêté le 23 janvier 2009 alors qu'il franchissait la frontière entre la RDC et le Rwanda. En 2009-2010, sous les opérations Umoja Wetu, Kimia 2 et Amani, des opérations militaires conjointes ont été menées contre les FDLR par
vos forces armées, les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense rwandaises. Finalement, des négociations furent engagées entre la nouvelle direction du CNDP et le gouvernement de votre pays. Un accord de paix a été signé le 29 mars 2009. Il prévoyait la libération des prisonniers, la transformation du CNDP en parti politique, le retour des réfugiés se trouvant dans les pays limitrophes de la RDC et dont était issue la grande majorité des rebelles, l'intégration des civils membres du CNDP au sein des institutions gouvernementales, ainsi que l'intégration des combattants du CNDP dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Au cours de son application, donc l'application de cet accord, les rebelles du CNDP ont reproché au gouvernement de Kinshasa, votre gouvernement, de ne pas respecter l'intégralité des termes de l'accord du 23 mars 2009. Et pour sa part, le gouvernement accusait les ex-combattants CNDP de profiter de leur position au sein de l'État, particulièrement au sein de l'armée, pour s'adonner et même contrôler le trafic des minéraux. Cette situation fut à l'origine de la création, le 6 mai 2012, d'un nouveau groupe armé, celui qu'on appelle aujourd'hui le M23, qui signifie en fait le mouvement du 23 mars, référence à cet accord dont je viens d'énumérer quelques éléments qui le faisaient. La branche armée de ce mouvement, l'armée révolutionnaire du Congo, ARC, était alors dirigée par le colonel Sultan Makenga, rapidement élevé au grade de général de brigade. Mais pour les autorités de Kinshasa et certains observateurs, le véritable chef de cette rébellion était le général Bosco Ntaganda, surnommé Terminator. Aujourd'hui condamné par la Cour pénale internationale de La Haye. J'ai cherché dans Wikipédia ce qu'il disait sur Ntaganda. Et je vous le lis. Citation. Un combattant rwandais de l'armée patriotique rwandaise APR, aujourd'hui RDF. Il est devenu général de l'armée de la République démocratique du Congo lors de la Deuxième Guerre du Congo. Le 13 juillet 2012, la Cour pénale internationale a délivré à son encontre un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il s'est livré volontairement le 18 mars 2013 à l'ambassade des États-Unis à Kigali, au Rwanda, où il avait cherché refuge. Il est définitivement condamné par la juridiction pénale internationale à 30 ans de prison qu'il purge depuis mars 2021. Fin de citation. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais que citer. À la fin du mois d'octobre 2013, les forces congolaises, appuyées par une brigade d'intervention de l'ONU, composée de soldats en provenance de la République sud-africaine, le Malawi et la Tanzanie,
ont lancé une offensive contre le M23. Ce dernier fit des faits et déposa des armes le 5 novembre 2013. Environ 1500 de ces combattants se réfugièrent en Ouganda. Le 12 décembre 2013, un accord consacra la dissolution du M23 et définit les modalités de la démobilisation de ces combattants. Depuis 2021, l'on assiste à une résurgence du mouvement, toujours sous le commandement militaire du général Sultan Makenga. C'est l'actualité. Vous savez qu'il a déjà conquis la ville de Bunagana à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, ainsi que les villes de Rutshuru et de Kiwanja. La stratégie paraît d'occuper la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Mais encore une fois, je vous ouvre des parenthèses. On a oublié de vous dire aussi que j'ai exercé le métier de journaliste. Le journaliste court à la recherche de l'actualité. Vous savez qu'il y a un accord qui a été signé hier à Rwanda qui appelle à un cessez-le-feu, en espérant que cela va durer. Depuis la résurgence du M23, votre gouvernement accuse ouvertement le Rwanda d'utiliser ce mouvement, le M23, pour agresser la République démocratique du Congo. Cette tribulation politique et sécuritaire que vit la RDC depuis 1993-1993 ont produit de graves conséquences sur les droits de l'homme dans votre pays. En 2010, en rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC a été publié. Il inventorie les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité commis par divers acteurs identifiés parmi les auteurs des violences connues par votre pays de 1993 à 2003. Malgré leur gravité, les conclusions de ce rapport restent jusqu'à aujourd'hui sans suite. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, s'est investi pour que les auteurs des divers crimes soient poursuivis par la justice internationale. J'évolue vers la conclusion, mais avec cette partie que je vais vous donner, qui va nous aider à comprendre les enjeux autour desquels il faudra trouver une solution qui stabilise réellement votre pays. Aujourd'hui, ces facteurs sont les suivants. La problématique, j'appelle ça une problématique, de l'intégration des communautés rwandophones, particulièrement Tutsi, dans l'ensemble national. Deuxième problématique, la préoccupation de sécurité du Rwanda. Troisième problématique, peut-être la plus stratégique de toutes, ce sont les convoitises qui suscitent les richesses naturelles dont est pourvue la République démocratique du Congo.
l'intégration au sein de la nation congolaise des communautés rwandophones, particulièrement du groupe ethnique des Batutsi, est une question souvent évoquée parmi les facteurs de l'insécurité à l'est de la RDC. Ces communautés sont présentes dans le Nord Kivu, d'après certaines sources que j'ai consultées. Leur présence remonterait au 19e siècle. Ils ont été suivis par d'autres migrations organisées par la colonisation belge. En 1937, le gouverneur général du Congo belge et du Rwanda-Urundi a signé un décret autorisant l'immigration et l'implantation des populations du Rwanda-Urundi dans les territoires actuels du Massissi et de Walikale dans le Nord Kivu. En 1948, une émission d'immigration des Banyarwanda a été créée en vue, je cite, de régulariser le flux de population du Rwanda-Urundi dans le Nord Kivu, principalement en zone de Massissi et de Rutshuru. Fin de citation. À l'époque, les ressortissants à grande majorité rwandaise implantés dans ces zones étaient estimés à 170 000 personnes. Le 6 novembre 1959, alors que de nombreux Tutsis rwandais, fuyant la révolution sociale du 1er novembre 1959, se réfugiaient dans cette région, une ordonnance ministérielle régissant les municipalités et accordant le droit de participer aux élections à certaines catégories de ressortissants du Rwanda, Urundi, fut signée. Ces populations rwandophones ont été dans la suite impliquées dans la guerre civile qui a déchiré le Congo au lendemain de l'assassinat de Patrice Lumumba. En 1964, alors que les communautés Bavira, Babembe et Bafurero, qui dominent dans le sud Kivu, soutenaient la rébellion dirigée par Gaston Soumiyalo, Pierre Moulere et un tout petit peu Laurent Désiré Kabila, à partir de Bukavu et Uvira, les Banyamulenge, quant à eux, soutenaient les forces gouvernementales dirigées par le général Mobutu. Ce serait en guise de récompense. Je mets le mot récompense entre guillemets parce que je l'ai lu ainsi. Je n'aurais pas vécu. Ce serait donc en guise de récompense pour ce soutien qu'en 1971 et 71, le bureau politique du mouvement populaire pour la révolution, MPR, décida d'accorder la nationalité congolaise aux Banyarwanda se trouvant sur le territoire du Congo à la date du 30 juin, donc le jour de l'indépendance du pays. Cette décision avait été suivie le 5 janvier 1972 par la promulgation de la loi numéro 72 par 002 sur la nationalité. Presque 10 ans plus tard, le 29 juin 1981, fut promulguée la loi numéro 81 par 002 relatif à la nationalité, abrogeant avec effet rétroactif celle de 1972. Lors de la conférence nationale de 1991, la question des populations rwandophones a occupé une des grandes places dans les débats. Plus tard,
Après la première guerre du Congo, 1996-1997, alors que le projet de constitution en cours d'élaboration envisageait de reconnaître définitivement la nationalité rwandaise à ces populations, un décret-loi adopté le 2 janvier 1999 s'avéra plus restrictif dans la gestion de cette question. Bien que désormais résolu constitutionnellement avec la reconnaissance de la nationalité congolaise aux populations rwandaises, aux populations rwandophones, cette question revient souvent dans des débats intercongolais. Et elle est des fois utilisée pour servir de point d'appui pour des stratégies liées davantage à d'autres intérêts stratégiques et économiques. Vous en êtes témoin au niveau de l'actualité, que vous maîtrisez plus que moi. Cette gestion des populations rwandophones présente dans votre pays depuis les années 1930 a été compliquée par le flux des réfugiés issus du groupe ethnique des Bahutu rwandais, consécutif au génocide des Tutsis et à la victoire des FPR au Rwanda. Simultanément, un mouvement de retour des Tutsis, réfugiés dans des pays de la région, depuis 1959, s'effectuait à partir du Burundi, de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Zaïre. Votre pays, la RDC. Pour leur part, des centaines de milliers de réfugiés burundais s'étaient éparpillés dans la région suite au génocide des Bahutu au Burundi en 1972 et à la crise qui connue au Burundi de 1993 à 2003. La question des réfugiés rwandais et burundais a été souvent citée comme étant au centre des crises dans la région des Grands Lacs africains. Ces réfugiés étaient des victimes de systèmes ou d'affrontements d'intérêts dans leur pays. Mais c'est également au sein de ces réfugiés qu'ont émergé des acteurs des restructurations politiques intervenues au Burundi depuis 1993, acteurs parmi lesquels j'en suis un, et au Rwanda depuis 1994. Et je vais encore une fois citer ici le professeur André Gishawa. Il écrit ceci. Les guerres civiles du Rwanda et du Burundi ont servi d'épicentre en déstabilisant la région des Grands Lacs. Puis, l'exportation de leurs conflits sur le territoire zaïrois, aujourd'hui RDC, a conduit à l'effondrement du régime jusque-là inamovible du président Mobutu Sese Seko, qui a lui-même entraîné donc cet effondrement de ce régime par le jeu d'alliances complexes et fluctuantes, l'entrée en guerre d'une demi-douzaine de pays riverains. La plupart d'entre eux entretenaient déjà des rapports croisés étroits par le biais d'importants effectifs de migrants spontanés ou forcés, Zaïre-Congo ou Angola-Zaïre, Burundi et Rwanda, Tanzanie, fin de citation. Depuis l'arrivée du FPR au pouvoir en 1994, le Rwanda évoque souvent des problèmes de sa sécurité liés à des menaces qui feraient peser sur lui la présence en République démocratique du Congo des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Plusieurs fois, le Rwanda et la RDC ont mené, vous l'avez suivi, des opérations conjointes contre ces forces. Ce qui n'empêche pas
que la question revienne chaque fois à la surface, chaque fois qu'il y a une tension entre les deux pays, entre le Rwanda et la RDC. C'est le cas aujourd'hui. Suite aux offensives du M23, le chef de l'État de votre pays a ouvertement accusé le Rwanda de mener une agression contre votre pays. La tension est devenue tellement vive que des initiatives diplomatiques sont menées à travers la CIRGL et l'EAC pour éviter des escalades qui seraient dangereuses pour la paix dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Mais pourquoi vous cherchez-t-on? Je reviens par où j'ai commencé. Vous êtes une très jolie fille, très attrayante, par vos minéraux, par votre bois, votre forêt, la forêt équatoriale, votre fleuve, le Congo. Mais le Congo a également des eaux burundaises, mais aussi rwandaises, venant du lac Kivu, venant de la rivière Rusizi, venant du lac Tanganyika. Ce sont des données que vous devez tenir en considération quand vous étudiez la crise qui secoue votre pays. Ne soyez pas superficiels en posant faussement le problème. Les diverses tentatives de sécession ou la guerre qu'a connue la province du Katanga de 1960 à 1965, du 13 mars au 28 mai 1977 et en mai 1978, et celle connue à l'Est depuis 1960, plus particulièrement depuis 1990. Ce sont des crises qui s'inscrivent dans ce contexte, dans ces appétits, dans ces gourmandises exprimées à l'endroit de vos minéraux, qui ont un rôle stratégique extrêmement important depuis plus d'un demi-siècle. Est-ce que vous savez quel uranium que les États-Unis ont utilisé pour fabriquer les 2 bombes atomiques qu'ils ont lâchées sur Nagasaki et Hiroshima ont été fabriquées à partir de l'uranium tiré de votre pays? Vous le saviez? OK, c'est bien. Si on étudie bien les choses, est-ce que dans ce qu'on appelle aujourd'hui le FDLR, il n'y a pas également des appétits autour de vos minéraux? Beaucoup plus que la libération du Rwanda. Je vous provoque, c'est à vous de réagir. Je vous ai fait jusqu'à maintenant une présentation, vous l'aurez constaté, qui essaie d'être le plus possible des exigences d'une démarche universitaire. Vous voyez que j'ai procédé à beaucoup de citations. Maintenant, j'en arrive à la conclusion où je vais exprimer mon point de vue
sur comment il faudrait faire face à cette situation. Et pour le faire, permettez que je prenne une gorgée d'eau. Ma conclusion, donc, les différents conflits qu'a connus ou que connaît aujourd'hui la région des Grands Lacs africains, autant au niveau de leurs causes qu'en ce qui concerne leurs conséquences, ont de solides interactions entre eux. Déjà en 2004, les chefs d'État et de gouvernement de la région reconnaissaient, et je les cite, que les conflits endémiques et la persistance de l'insécurité dans cette région sont provoqués ou aggravés, entre autres, par la stagnation économique et l'aggravation de la pauvreté. La méfiance et la suspicion entre les gouvernements, les violations massives des droits de l'homme et autres politiques d'exclusion ou de marginalisation, les disparités entre les sexes. C'est pourquoi je vous ai invité tout à l'heure d'écouter les femmes quand elles vous parlent. J'ouvre encore une parenthèse ici. J'ai visité, je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, l'hôpital de Bukavu, où le docteur Mukwege s'occupe des femmes victimes des violences dans votre pays. J'étais à la tête à l'époque de parlementaires de la région qui venaient justement constater cela. Je vous dis que j'ai failli pleurer quand j'ai vu cela. Et je vais vous dire que je n'aime pas pleurer. Mon épouse a été assassinée le 21 octobre 1993, ma première épouse, lors du coup d'État de 1993. Alors, comme on cherchait pour m'assassiner, quand ils m'ont manqué, puisque j'avais filé, ils ont dit, nous allons assassiner sa famille, ils l'ont assassiné. J'ai pris 4 jours sans le savoir. Je n'en étais pas informé. Quand je suis arrivé à l'ambassade de France, où je me réfugiais, j'ai vu venir vers moi les autres leaders burundais de mon parti qui s'y étaient réfugiés, qui me disaient condoléances, monsieur Sylvestre, monsieur le ministre à l'époque, j'étais ministre des Affaires étrangères. Moi, j'ai dit non, messieurs, non, mesdames, les condoléances, c'est à nous tous. Et tout le monde était sidéré et n'osait pas me dire ce qui s'est passé. Il a fallu l'intervention d'un colonel de l'armée qui est venu, qui m'a soufflé à l'oreille, monsieur le ministre, si on vous dit condoléances, c'est que votre épouse a été assassinée. Et je lui ai posé la question suivante. Où sont nos enfants? Nous en avions 3. Et le tout dernier avait moins de 6 mois. Ils ont dit, le tout dernier est ici, mais les autres, on ne sait pas. Alors, j'ai demandé qu'on m'amène ce garçon, c'est un garçon. On a eu 2 filles et ce garçon. Je l'ai pris dans mes mains comme ça. Et je suis allé devant ces leaders qui étaient réfugiés à l'ambassade. Et je leur ai dit, mes chers amis, c'est vrai, on a assassiné notre président, notre chef. Je viens d'apprendre qu'on a assassiné ma femme, mais nous avons le devoir de répondre à la population qui nous a élus et surtout en ce moment de crise grave. Parmi ceux qui m'écoutaient, il y en a un qui a dit,
Mais M. Dibanou Nganya, c'est un monstre. On lui dit que sa femme est morte et il ne pleure pas. Regardez-moi dans les yeux, vous les jeunes. Vous qui avez des aspirations à être des leaders politiques, des leaders militaires, des leaders religieux, des leaders dans tous les secteurs. Un leader face à une crise ne pleure pas. Il ne pleure pas. Les gens plutôt attendent de lui qu'il donne des réponses à la crise, y compris quand cette crise l'a touché, même dans ce qu'il a de plus cher. Et je dis souvent aux jeunes Burundais aujourd'hui, un vrai leader dans cette région, et vous êtes appelé à l'être, doit savoir, doit pouvoir manger, avaler ses propres douleurs, avaler ses propres douleurs pour générer le bonheur de ceux dont il a la responsabilité. C'est cela. Si vous allez faire de la politique pour avoir de l'argent, vous vous êtes trompé. Non. À ce moment-là, vous serez un mauvais politicien. Vous ne répondrez pas justement à ces préoccupations du peuple ou de l'entité de laquelle vous procédez. C'est moi qui le dis, ça n'engage que moi. Mais je le dis avec beaucoup de foi. Je le dis avec beaucoup de foi. Mais je vous ai dit que quand j'ai vu cette situation des femmes congolaises dans l'hôpital du docteur Mukwege, j'ai failli pleurer. Ce sont des aberrations. C'est pourquoi il faudrait écouter cette présentation de ces résolutions 1325, 2250. Le monde d'aujourd'hui, quand vous organisez quoi que ce soit, mais qu'on voit qu'il n'y a pas cet équilibre au niveau des genres, ne vous crois pas. Et quand je vous observe ici, je vois beaucoup plus de jeunes gens, de jeunes hommes que de filles et que de femmes. Où sont les filles? Où sont les femmes? Non, vous êtes en minorité, vous devriez être en majorité. Oui. Donc, parmi les luttes que vous organisez, celle-là doit être inscrite. Je reviens donc à ce constat des chefs d'État. Quand vous le lisez, vous sentez que le diagnostic est bon, que les chefs d'État et de gouvernement avaient effectivement exprimé, et je cite encore une fois ici, leur détermination à faire de la région des Grands Lacs un espace de paix et de sécurité durable. Et ce, pour les États et les peuples. Pas pour les États et les ethnies. Les États et les peuples. Un espace de stabilité politique et sociale, de croissance et de développement partagé, un espace de coopération fondé sur des stratégies et politiques de convergence dans le cadre d'un destin commun. Fin de citation. C'est la déclaration de Dar es Salaam du 20 avril 2004. Une série d'engagements avait été pris en ce qui concerne la paix et la sécurité, la démocratie et la bonne gouvernance, le développement économique
et l'intégrité régionale, ainsi que les questions humanitaires et sociales. Depuis le 15 décembre 2006, un pacte sur la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs est en place. Ce pacte devrait servir de cadre pour la matérialisation des objectifs énoncés dans la déclaration de Dar es Salaam du 20 novembre 2004. À travers ce pacte, les 11 pays signataires, dont la RDC, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, pour ne citer que cela, je vais revenir, se sont engagés, je cite, à lutter contre le génocide dans la région des Grands Lacs. Fin de citation. Pour cela, ils avaient décidé, je les cite, de neutraliser, désarmer, arrêter et déférer aux tribunaux internationaux les auteurs de génocide, y compris les forces qui ont commis le génocide au Rwanda en 1994 et toutes les autres forces similaires pouvant se constituer à l'avenir conformément à la Convention de 1948 sur le génocide et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Fin de citation. On pouvait penser dès lors, en tout cas c'est ce que moi je pensais, et encore une fois je vais vous faire un témoignage qui va vous aider à comprendre les origines de ceci. En 1994, j'ai été appelé à être le président du Burundi. Après l'assassinat, à moins, je pense, de 6-7 mois, de 2 présidents de la République qui m'avaient précédé et qui étaient de grands amis à moi. Dadaye, c'était un grand ami. Nariami, c'était un grand ami à moi. Donc, j'ai été appelé à diriger le Burundi. J'étais à l'époque président de l'Assemblée nationale. Et une fois, je me souviens, qu'en parlant avec un fonctionnaire, ou plutôt un diplomate des Nations Unies, qui venait justement enquêter sur les événements que le Burundi avait connus, je l'avais mis en garde. Je lui avais dit, mais les Nations Unies, vous tardez à agir. Vous voyez ce qui se passe au Burundi. Vous voyez la guerre au Rwanda. Et vous n'agissez pas. Il faut agir vite. Et je me souviens bien que j'ai dit, nous avons besoin d'une conférence internationale sur cette région des Grands Lacs pour prendre les mesures les plus urgentes, les plus adéquates. On a pris une douzaine d'années pour créer cette fameuse conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Une douzaine d'années. Le Burundi avait perdu autour de 400 000 personnes. Le génocide et la guerre civile au Rwanda avait emporté des millions, peut-être autour de 2 millions de gens, pour tous et toutes. La RDC, d'après les chiffres qui avaient été donnés, comptait autour de 6 millions de morts. Et les Nations Unies ont attendu cette dizaine de millions de morts pour agir. C'est abominable. C'est abominable. Alors, la crise aujourd'hui en cours à RDC avec la résurgence du M23 et les accusations du gouvernement de la RDC d'implication du Rwanda dans cette crise montrent qu'il y a encore un chemin à parcourir pour garantir à la région une solide stabilité.
une paix durable dans la région des Grands Lacs africains exige un jeu franc de la part des États et des leaders politiques dans cette région. Un jeu franc. Cette franchise et la prise de décision conséquente doivent reposer sur la reconnaissance des effets négatifs des crises au Rwanda et à moindre mesure au Burundi, à moindre mesure par rapport aux effets par rapport au Congo, et non pas à moindre mesure par rapport à la gravité des crises même au Burundi. Non. Donc, exige un jeu franc. Et ça doit reposer sur la reconnaissance des effets négatifs de ces crises. Les pays les plus concernés par les conflits dans cette région des Grands Lacs sont le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda et bien sûr la RDC. Par rapport à la RDC, ils ont le devoir, ainsi que les autres pays des entités régionales auxquelles la RDC appartient, ils ont le devoir de convaincre qu'ils sont engagés à respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est un préalable. Si vous allez demander à quelqu'un qui a peur que vous allez le tuer d'être un facteur de la paix, il vous dira non, je vais essayer plutôt comment cacher la tête avant de contribuer à quoi que ce soit. Rassurer sur son intégrité territoriale et sa souveraineté, la RDC combinera ses efforts avec ses voisins de l'Est pour la neutralisation définitive des forces négatives qui écument dans la partie orientale de votre pays et sont perçues par des pays voisins, et cela à juste titre, comme des menaces à leur sécurité. Lisez bien la déclaration qui a sanctionné le sommet d'hier ou d'avant-hier à Rwanda. Cela est bien dit. Il y a même certaines de ces forces négatives qui sont citées. Dans les étapes suivantes, et c'est là où j'appelle votre ambition. Dans les étapes suivantes, la RDC doit s'organiser pour jouer ce que tout le monde attend de lui. La fameuse fille. En Kirundi, chez nous au Burundi, certainement aussi au Congo. Quand vous cherchez des femmes pour apprécier, et puis vous demandez à votre père d'aller la doter pour vous. Vous ne la prenez pas brutalement. Ça se fait selon des étapes. C'est les deux obligations. Et un contrat de mariage, c'est une union entre deux familles. Vous devez préparer la RDC à être cette belle fille qui va aider demain à structurer un vaste ensemble dans cette région, allant de l'océan Atlantique à l'océan Indien, un vaste ensemble économique dans lequel votre pays jouera un rôle central. Je vous donne ce devoir pour les jeunes. Faites-les comprendre à vos politiques. Faites-les comprendre à tous les acteurs, à tous les leaders de votre pays. C'est à cela que vous êtes appelés.
et demandez et exigez de vos voisins qui vous convoitent de vous doter selon justement ces procédures qui font notre culture. De constituer beaucoup plus avec un ensemble commun qu'être plutôt une entité que tout le monde convoite où chacun décide un bon matin qu'il va faire ceci sur vous. N'acceptez pas qu'on vous amène à commettre l'adultère politique et diplomatique. Pour arriver à cela, il y a en fait des exigences, non seulement par rapport à vous, le Congo, mais à tous les pays. La première exigence concerne justement, j'y reviens, le respect de la souveraineté de chaque État de la région. Le Rwanda, le Burundi, la RDC, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, l'Angola, le Congo, le Soudan, etc., sont des États indépendants. Et ce sont des États africains. Et un des principes de la gestion de nos indépendances, qui a été défini par l'Organisation de l'Unité africaine et qui est toujours reconduit, c'est le respect, c'est l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Il faut respecter les frontières. Nos États, nos leaders doivent être sans équivoque par rapport à des groupes qui se meuvent ici et là avec des stratégies, des volontés de déstabiliser plutôt que de construire. La diversité exigée en démocratie ne doit pas être une diversité destructive. C'est une diversité constructive. La deuxième exigence concerne la gestion des génocides, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité connus dans la région au cours de la deuxième moitié du XXe siècle et au début du siècle présent. J'ai trois aspects, oui, sur lesquels je veux me concentrer. Un, la communauté internationale, les ensembles régionaux et les États de la région des Grands Lacs reconnaissent le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Cette reconnaissance exige une combinaison d'efforts pour éliminer définitivement les inquiétudes sécuritaires du Rwanda liées à ce que ce pays perçoit comme des vérités armées portées par des forces dont des membres auraient participé au génocide des Tutsis au Rwanda. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, la communauté de l'Afrique de l'Est, garantit une sincère collaboration du Rwanda et de la RDC, devrait, à mon avis, et très rapidement se mettre ensemble pour réactualiser les stratégies pour assurer au Rwanda qu'aucun de ces pays ne constitue une menace pour lui. Ça pourrait peut-être se faire à travers une initiative des Nations Unies qui ont soutenu les négociations sur le fameux pacte pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, pour évaluer ensemble comment chaque pays, notamment le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et la RDC, ont respecté leur engagement dans ce pacte.
Deuxième fait, c'est à propos du Burundi. Il y a eu des silences sur le génocide des Bahutus dont je vous ai parlé, que ce pays a connu en 1972 et 1973, et qui a produit de graves conséquences pour le pays et pour la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, ces silences doivent céder la place à la reconnaissance sans tergiversation et sans balance à somme nulle de ce génocide. Le 20 décembre 2021, je vous l'ai dit, une commission vérité et réconciliation a qualifié devant le Parlement du Burundi ces événements de génocide et de Bahutu du Burundi. Le gouvernement du Burundi peut demain prendre à son compte cette évolution et demander à la région, à l'Afrique et à la communauté internationale de se montrer solidaire du Burundi dans sa quête de la vérité sur son douloureux passé en vue d'une réconciliation nationale solide et irréversible. 3. Le rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC devrait aussi sortir des tiroirs et connaître un traitement conséquent. La communauté internationale ne peut pas continuer à se murer dans le silence face à un drame qui a emporté des millions de personnes. On a dit hier qu'il y a eu 6 millions de personnes qui auraient été emportées pendant cette période. En matière des droits de l'homme, il ne devrait jamais y avoir le 2 poids, 2 mesures. Si vous faites le 2 poids, 2 mesures, quand vous traitez les questions de génocide, quand vous traitez les questions de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, vous ne favorisez pas la lutte contre ces crimes. Vous êtes plutôt en train de le favoriser sans le savoir. La troisième exigence est à l'endroit des États de la région. Chez nous au Burundi, il y a un proverbe qui dit Ubugabo burihabwa. Est-ce qu'il y en a qui comprennent? Ubugabo burihabwa. Si vous voulez être un homme respecté, je paraphrase, cela dépend de vous. Cela dépend de vous. Nos pays, nos États doivent être capables de se prendre en charge par des capacités politiques et sécuritaires efficaces bâties sur les principes de l'État de droit, la démocratie et le respect des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Sous cet aspect, et je vais dire une chose importante pour vous ici au Congo, la diversité des composantes communautaires de votre pays doit être tenue en considération lorsque vous cherchez des solutions pour la stabilisation de votre pays. Dans un pays composé de plusieurs communautés, des centaines, m'a-t-on dit, en privilégier une seule, consisterait à maintenir et à consolider les germes d'une instabilité permanente. Vous me comprenez? Je répète, dans un pays comme le vôtre, avec autant de communautés
qui globalement cohabitent bien, en privilégier une, le viendrait à créer de l'instabilité dans votre pays. Une démarche pour une juste et permanente stabilisation de votre pays exige également, notamment de la part de vous les jeunes, mais aussi des leaders dans vos universités, dans votre société civile, chez les confessions religieuses, chez les partis politiques, exige que vous évitiez de stigmatiser une composante quelconque. Évitez de stigmatiser une composante quelconque. Les Bahutu, les Batutsi, les Babembe, les quoi. Qui sait comment il a été ça? Je vous l'ai dit. Qui sait? Est-ce que quand vous étudiez ici à l'université, vous avez trouvé une faculté où on vous enseigne comment il faut être un bon Mourembe, un bon Moutouti, un bon Moutou, un bon Mouchi, un bon l'appeler les autres communautés? Moi, je n'en connais pas beaucoup. Est-ce qu'on vous apprend? Par contre, on vous apprend comment il faudra être un bon médecin, un bon physicien, un bon électronicien, un bon chimiste, un bon géographe, un bon quoi. C'est ça qu'on vous apprend dans les différentes facultés. N'est-ce pas, monsieur le secrétaire général? Je suis Hutu au Burundi. Moi, je dis au Burundais, mais je ne sais pas comment je suis Hutu. Et ça ne me donne aucune valeur, aucune, si je me limitais à ça. Si je me limitais à dire, à me contenter que je suis Hutu, je serais un imbécile. Mais je sais comment j'ai été président de la République. Ah oui. Il a fallu que j'étudie à l'université, à la faculté des lettres et sciences humaines. Il a fallu que je m'engage par ma propre décision dans des organisations politiques et dès mon jeune âge. En 1979, 79, j'avais 23 ans et j'ai participé à la fondation aux côtés de ce héros national dont je vous ai parlé de la démocratie d'Adaye, à la fondation d'un parti politique dont j'étais à l'époque secrétaire national chargé des relations extérieures à 23 ans. À 23 ans. C'est ça. Et cela a dépendu de ma décision. Ce qui vous engage, c'est ce que vous devenez par votre propre engagement. C'est ça qui vous engage. Vous devez également éviter les groupes que j'ai cités, résister aux tentatives de balkanisation de votre pays. Il y a des stratégies qui viennent de l'extérieur et qui ne visaient pas à la stabilité de votre pays. Vous devez savoir y résister. Étant ensemble. Le président du Burundi a trouvé un slogan au Burundi quand il a été élu, Évariste Ndayishimiye. Il a dit, ensemble, nous pouvons. Il y a les Burundais qui sont ici. Ensemble, nous pouvons. Mais il voulait dire, étant ensemble, nous pourrons tout. Mais divisés, vous allez disparaître un à un. Si ces conditions donc, sont acceptées et produites, respectées,
les initiatives sous-régionales et internationales engagées pour la sécurité et la paix dans la région des Grands Lacs seront garanties de succès. Ces initiatives doivent être protégées, pour ne pas justement rater l'objectif. Je me réjouis qu'avant-hier, il y a eu ce sommet de Luanda, où on a vu ensemble, autour du président angolais, des chefs d'État, en tout cas pour les représentants, ayant un rôle à jouer pour la stabilité de cette région, notamment en cherchant ensemble une solution. Il faut une initiative, il faut un processus bien coordonné et non pas une diversité d'initiatives ou de processus, surtout quand ils sont appelés à trouver une solution à un même problème, à une même question. Voilà. Je suis très heureux d'avoir parlé pendant si longtemps aux jeunes. Et je veux exprimer un vœu ici, que je dis souvent au Burundi. Dans cette région est en train d'émerger une nouvelle génération au Burundi, au Rwanda, en RDC, pour ne citer que ces pays-là. Une nouvelle génération qui n'a aucune responsabilité dans ces crises dont je vous ai parlé. C'est de cette génération-là, et vous en faites partie, vous les jeunes gens, les jeunes universitaires congolais, vous qui êtes présents ici. On m'a dit que l'université de Kinshasa compte autour de 30 000 étudiants. Mais il y a d'autres universités, il y a d'autres instituts supérieurs. Prenez en conscience votre responsabilité. Le Congo de demain dépendra de comment vous serez investi. Ces vieux que nous sommes, moi je dis souvent à ces jeunes Burundais, maintenant je vais commencer à vous demander de bien préparer mon enterrement. Parce que c'est ça qui me reste. Par contre, au moins pour vous, il vous reste au moins un demi-siècle. Et travailler pour que dans ce demi-siècle, le Congo soit cette entité structurant la région de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, dans ce vaste ensemble dont je parle. N'ayez pas peur de parler avec ceux avec qui vous croyez avoir de la différence. Je parlais avant-hier à un diplomate des Nations Unies ici, qui a travaillé au Burundi. Et hier, il m'a envoyé une petite vidéo qu'il avait prise en 1994. Juste au moment où j'accédais dans des conditions très difficiles aux responsabilités du président de la République. Ça m'a fait rire. J'avais 38 ans. Et j'étais devant les officiers de la garnison de Bujumbura, desquels étaient issus, et certains étaient devant moi, ceux qui avaient planifié le coup d'État de 1993. 93, pas 96, 93, qui avait emporté le président Dadaye, qui avait emporté mon épouse.
Et j'aurais donné un témoignage de quelqu'un qui me disait, mais monsieur Ndibanonganya, est-ce que vous êtes capable de vous mettre devant le chef d'état-major général de l'armée du Burundi, qu'on soupçonnait être justement l'auteur de ce coup d'État, et lui parler? Moi, j'ai dit oui. Et j'ai appelé le colonel Bikomagu. Monsieur le colonel Bikomagu, on m'a dit, est-ce que monsieur Ndibanonganya, vous pouvez parler avec Bikomagu? Je dis, colonel, je vous parle. Il faut parler. Quelqu'un vient de parler du coup d'État du 25 juillet 96. Je vous dirais que 2 jours après le coup d'État, j'ai parlé avec le major Pierre Bouyoya, qui avait fait le coup d'État. Et je lui ai dit, vous avez fait le coup d'État, mais la solution ne viendra que dans ce que vous avez refusé. Le dialogue, les négociations. Mais les négociations, ce cadre, il y a des principes que je vous ai énumérés tout à l'heure, ce cadre. Et je termine par là, en souhaitant que vous, les jeunes, vous entriez dans cette dynamique. Je rêve d'un jour où on verrait des universitaires congolais, de jeunes étudiants, pas vous les professeurs, de jeunes étudiants, burundais, rwandais, congolais ensemble. Et j'aimerais vous avoir un jour, vous les trois, pour vous parler tel que je viens de le faire. Et Dieu aidant, cela va arriver. Je vous remercie. Merci.